ce marché nécessite du réseau, de l'expertise et des moyens financiers stratosphériques. Il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art mondial. Les impressionnistes, à nos jours, c'est 94% du marché de l'art mondial en volume et en valeur. La valeur de marché, toi tu te dis, tiens, ma bagnole elle vaut 100, c'est linéaire, ça vaut 100. Toutes les pièces sur lesquelles on a des durées de détention qui sont un peu plus longues, c'est des durées de détention qui étaient anticipées. Et c'est pour ça que je parle de conseillers, du lien que vous allez avoir avec vos conseillers. Arnaud Dubois, cofondateur de Matisse, bienvenue dans Blindé. Bonjour Gustave, merci beaucoup de ton invitation. Merci d'être venu. Arnaud, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es le cofondateur de Matisse, je viens de le dire, Matisse sans H, Matisse M-A-T-I-S et Matisse.club. Matisse.club, qui est aujourd'hui un trublion, ou en tout cas une société qui fait beaucoup parler d'elle, puisque vous avez permis à un certain nombre d'investisseurs particuliers d'investir dans un marché jusqu'ici a priori pas très accessible, qui est le marché de l'art. Opaque, non régulé, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc explique-nous un petit peu, si tu veux bien, la genèse de ce projet et ce qui t'a amené à lancer tout ça. Alors, Matisse, d'abord, c'est une société qui propose à des clients effectivement particuliers, mais aussi professionnels, d'investir sur le marché de l'art. Alors, pas n'importe quel marché de l'art, un marché de l'art à haut niveau, un marché de l'art sur des œuvres entre 500 000 et 5 millions d'euros, un marché de l'art très haut de gamme, un marché de l'art international sur lequel il y a du volume, il y a de la valeur, il y a du récurrent, il y a des track records qui apportent pour nous le plus de sécurité possible à leurs propriétaires, le plus de liquidité possible. C'est un marché qui évolue de manière internationale, sur un échiquier international. L'idée qui était la nôtre, elle était de dire que plein de gens peuvent collectionner, mais pas tout le monde le fait et personne ne sait véritablement comment le faire. En tout cas, pas grand monde. Les œuvres d'art, elles sont achetées et vendues pour 3 raisons, des raisons artistiques, des raisons sociales et des raisons financières. Lorsque on pose la question aux gens, tiens, pourquoi vous collectionnez ? La raison financière est rarement avouée, mais crois-moi, elle est bien réelle. La difficulté, elle est comment se débrouiller dans ce marché quand on n'a pas nécessairement d'expertise, quand on n'a pas de réseau et surtout quand on n'a pas les moyens financiers. Alors les moyens financiers, le marché de l'art, c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on peut le penser. 78% des œuvres s'échangent à moins de 1 000 euros, 95% des œuvres s'échangent quasiment à moins de 50 000 euros, mais il se trouve que ça représente que 15% du marché de l'art mondial en valeur. Nous, on va étudier des tickets de loto gagnants. Sauf que ces tickets de loto gagnants qui s'échangent ces œuvres en millions d'euros, eh bien, il faut avoir les poches bien remplies pour sécuriser son patrimoine. Et puis même avec ces poches bien remplies, si on veut se constituer un ensemble de 4, 5, 6 tableaux pour diversifier son patrimoine, ben en gros, si vous n'avez pas 10 millions d'euros en liquidité pour acheter des œuvres, vous jouez pas. Et si ces 10 millions d'euros, ces placements alternatifs représentent entre 10 et 15% de votre patrimoine global, en gros, si vous n'êtes pas millionnaire en centaines de millions, eh bien cet actif, le Picasso, le Warhol, le Basquiat, vous est totalement interdit. L'idée qui était la nôtre, elle était de institutionnaliser cette classe d'actifs auprès des professionnels du patrimoine, auprès des particuliers qui s'y intéressent, en leur donnant la possibilité, à partir de 20 000 euros, d'avoir accès à cette classe d'actifs. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Des sociétés projets sont créées, elles intègrent les œuvres d'art entre 500 000 et 5 millions. Et puis, il y a une émission obligataire, une émission obligataire qui permet à ses clients, à partir de 20 000 euros, d'avoir accès à une sorte de, comme ça, un bout de cette œuvre d'art. Ok, passionnant. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, il y a un marché, en fait donc le marché de là, on a bien compris, les tickets de loto gagnants, comme tu dis, j'ai bien aimé l'expression. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille sur le fait que, en fait, il y avait des investisseurs individuels que ça allait intéresser et qu'ils allaient aller au-delà finalement de leur rapport à l'artiste qui se limitait jusqu'à présent à une exposition par an ou à 2 musées? Alors c'est un marché qui fascine et qui passionne, ça c'est incontestable, et c'est un marché que les gens connaissent. D'accord ? En tout cas, de loin, tout le monde s'intéresse à Picasso. Tout le monde a déjà vu une exposition de Picasso, des tableaux de Picasso dans les musées, de Warhol. Il y a une espèce de confiance, on va dire, du grand public sur cette classe d'actifs.
Mais il y a une inaccessibilité du grand public sur cette classe d'actifs qui est réservée à quelques grands marchands ou quelques, on va dire, grands collectionneurs dans le monde. L'idée de la démocratisation, on peut le dire comme ça, de l'institutionnalisation, de l'actuel, je veux dire Financiarisation ? Oui, une sorte de financiarisation de cet actif, elle nous est venue d'un constat qui est assez simple, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, c'est que ce marché nécessite du réseau, de l'expertise et des moyens financiers stratosphériques. Notre idée, elle était extrêmement simple. Elle était de faire agréger, j'allais dire, des montants particuliers pour avoir accès ensemble à cette classe d'actifs. On n'est pas cherché très loin. Quand on regarde, alors ça n'a pas toujours très bonne presse aujourd'hui, mais quand on regarde des financières immobilières, des SCI, des SCPI, etc., il y a cette idée un petit peu d'agréger les fonds. Dans le marché de l'art, ça n'existe pas. Et puis, il y a aussi autre chose, et ça, c'est extrêmement intéressant pour l'entrepreneur que je suis, c'est que c'est un marché qui s'opère sans dette. Il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art. Je le répète parce que ça paraît fou, mais il faut bien le comprendre. Il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art mondial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un marché qui s'opère cash. Ça veut dire que aussi que c'est un marché qui est beaucoup plus économique qu'il n'est financiarisé. Ça veut dire que c'est un marché où les acteurs, qu'ils soient particuliers, collectionneurs ou professionnels, sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. En d'autres termes, quand on fait une exposition Picasso, soit on a les moyens financiers d'acheter ces œuvres, de les sourcer, de les expertiser et de les acheter, d'accord, pour pouvoir les exposer et ensuite les vendre, soit pas. Et on pensait qu'il y avait un système peut-être un intermédiaire qui pouvait exister. Qualité d'entrepreneur, évidemment, on a vu, une sorte d'accessibilité, démocratisation de ces actifs, de plein de classes d'actifs ces dernières années, et puis on voit encore avec du private equity aujourd'hui, etc. Quand on regarde des sociétés comme Uber, c'est probablement une des plus grandes sociétés de transport au monde qui possède à peu près 0 véhicule. Quand on regarde Alibaba, Amazon, ils ne possèdent pas de stock. Quand on regarde Airbnb, plus grande société d'hôtellerie au monde, ils n'ont pas une chambre d'hôtel. On pense que le plus grand marchand d'art de demain n'est pas propriétaire de son stock. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution pour les particuliers qui désormais ont accès à une classe d'actifs complètement inaccessible depuis toujours. Et c'est pour l'immense majorité d'entre eux, évidemment, j'entends pas, j'exclus, je veux vexer personne, mais j'excluais Monsieur Pinault et Monsieur Arnaud dans cette histoire, et je parlais de moi, davantage, et peut-être de toi, mais je te le souhaite moi en tout cas. Et par contre, c'est aussi un moyen pour les professionnels du marché de l'art d'avoir, en travaillant avec nous, accès à une qualité d'œuvre, puisque ces œuvres leur sont consignées pour revente. Ils ont désormais accès à une qualité extraordinaire d'œuvres d'art dans lequel ils ont désormais décaissé combien ? 0 pour avoir accès à cette œuvre. Et ça, pour eux, c'est une révolution. Le marché de l'art tel qu'il est organisé depuis peut-être le XVIe siècle, c'est un marché d'entrepreneurs au sens schumpeterien, avec des gens qui sont innovateurs, bailleurs de fonds, ils achètent, ils vendent, etc. Mais ils font à peu près tout. Or, dans une industrialisation et une spécialisation, une financiarisation des métiers, eh bien, on va séparer la banque, qui a un travail de nos clients, on leur permet d'investir sur cette classe d'actifs, des marchands qui vont venir distribuer les œuvres, et puis entre les deux, il y a cette plateforme, Matisse.club, qui est là pour les réunir. Ok, très intéressant. Moi, j'ai créé un podcast qui s'appelle Blindé. Donc, je pense que tu t'en doutes. On parle aussi pas mal d'argent. On travaille plutôt des classes d'actifs traditionnelles. Tu parlais du private equity. On a été assez pionnier aussi sur la classe d'actifs dès 2021, avec un certain nombre d'acteurs à ce moment-là. Le premier point qui va quand même nous intéresser aujourd'hui, en tout cas, c'est aussi les questions bassement financières qui devraient, selon toi, intéresser les investisseurs à se pencher sur ce marché de l'art. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce marché, il est quand même largement étudié, documenté, il a une certaine taille. Oui, tout à fait, bien sûr. Déjà, de quelle taille de marché on se parle ? De quel type de rendement on se parle ?
Oui, alors c'est très intéressant et si tu me permets, je vais fouiller un petit peu parce que tes clients, effectivement, tes auditeurs qui sont investisseurs aussi, ils ont besoin de comprendre la valeur, les volumes, etc. D'abord, on entend souvent parler des journalistes de records et le marché de l'art n'est pas constitué que de records, d'accord. Et on les étudie par le bout de la lorgnette, c'est une façon d'intégrer le marché, mais le marché de l'art, c'est aussi une majorité d'œuvres à des montants qui sont beaucoup plus accessibles. On le disait tout à l'heure, on a 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 euros. Bon, en gros, c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique que les gens peuvent le penser. Nous, c'est pas notre marché. Mais si on étudie le marché en quelques chiffres, on a un volume transactionnel global d'à peu près 70 milliards de dollars d'échanges par an. C'est très intéressant parce que quand on regarde les chiffres il y a 15 ans et aujourd'hui, année après année, on oscille entre les plus bas à, on va dire, 58 milliards et les plus hauts peut-être à 68 ou 70. On a un volant de plus 12%, moins 12%. C'est stable. Mais c'est d'une stabilité déconcertante. Alors quand on étudie les sous-marchés, on se rend compte que le marché des artistes comme Calder, comme Warhol, comme Kusama n'est absolument pas le même, évidemment, que celui des artistes qui sont beaucoup plus jeunes, qui constituent un volume extrêmement important dans la quantité d'œuvres qui sont amenées dans le marché, mais d'une valeur qui est beaucoup plus faible, d'accord ? Le marché est fait par les 3% des artistes les plus chers du monde, et c'est eux qui vont apporter une immense stabilité. Mais c'est 3% du marché de l'art. C'est combien de pourcents du marché, du coup ? En nombre d'artistes. Enfin, c'est 3% du marché, c'est 90% oui, de la valeur. c'est quasi, oui, plus de 85% de la valeur, oui, Ouais, bien sûr. okay. Plus de 80% de la valeur. Mais dans ces artistes, c'est Picasso, c'est Warhol, etc. Picasso est né au 19e siècle. On a un track record sur des œuvres de Picasso qui s'échangent et qui s'achètent et qui se vendent depuis plus de 120 ans. Warhol commence à travailler dans les années 50. On a 70 ans de track record, etc., etc. On a des artistes comme Fernand Léger, comme Miro, comme Calder, qui ont des track records de plus de 50 ans. C'est pas des marchés qui sont nouveaux. Donc c'est eux qui apportent une très grande stabilité au marché de l'art mondial dans sa grande majorité, ce qui explique un volume transactionnel extrêmement stable. Toutefois, ce volume transactionnel, c'est le volume d'échange annuel, pas la valeur. Entre 2000 et 2024, le marché de l'art a cru de plus de 600% en valeur. En 2021, la totalité des œuvres d'art détenues chez les particuliers représente à peu près 2100 milliards de dollars. En 2026, il est anticipé à 2850 milliards de dollars. En 5 ans, c'est un marché qui aura à peu près fait plus 30%. C'est énorme. C'est énorme pour une stabilité de marché hyper régulière en volume. Mais en valeur, on est sur des marchés qui croissent de manière forte. Entre l'année dernière et cette année, par exemple, le marché de l'art en volume a perdu 12%. Oui, il y a moins de liquidités, les gens sont plus raisonnables sur leurs acquisitions, il y a moins de personnes qui vont se dire « Tiens, je vais mettre 30 000, 20 000, 50 000 euros cette année sur un artiste où je me dis peut-être que demain ça montera » ou tout simplement un peu à fond perdu. Parce que qu'est-ce qu'on en sait ? C'est un travail de soutien, c'est un travail d'amour, c'est de l'amour, c'est une passion qui est générée par l'œuvre d'art sur le client collectionneur qui dit « Tiens, j'adore ce truc-là, ça me plaît, j'ai envie de même décoré ou socialement, il en a besoin, si vous voulez. » Donc, quand il y a moins de liquidité, il y a moins d'argent pour ces actifs non productifs. Tous ces gens-là, j'allais dire, en période de disette, sont des gens qui viennent sortir un petit peu du marché. Mais les gens qui avaient de l'argent hier pour acheter un tableau à 3 millions, ils ont encore de l'argent demain pour acheter un tableau à 3 millions. Il n'y a pas de sujet pour eux. Il n'y a clairement pas de sujet. Alors, on a un peu moins les records à 100, 200, 300 millions de dollars, mais les grands tableaux continuent à se vendre. On a eu les records l'année dernière, en fin d'année dernière, pour des œuvres de Magritte à plus de 100 millions de dollars. On a eu l'œuvre de Ed Ruscher qui a fait le record, qui a fait x2 sur son précédent record du monde 5 années plus tôt à 70 millions de dollars, etc., etc. Donc, ces œuvres, elles sont là, et quand elles sont présentes, elles continuent à établir des records.
Mais si on extrait ces extrémums, on se retrouve avec le plus gros du marché, le ventre du marché, cette toupie, hein, ce gros de la toupie, ce corps rond de la toupie, entre 500 000 et 5 millions. On commence à acheter des petites œuvres de très grands artistes et des pièces importantes de grands artistes. Donc on va toucher un marché qui est beaucoup plus international, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus liquide. Et puis, il reste une dernière chose. Comment est-ce qu'on génère la plus-value ? Il y a deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit on spécule sur les marchés à venir, soit on bat le marché à l'acquisition. Notre propos schématiste, il n'est absolument pas de s'intéresser à comment ou demain regarder les éléments plus ou moins objectifs qui vont nous permettre de penser que le marché va être haussier ou pas. Évidemment qu'on a des idées. Évidemment qu'on sait que l'exposition qui va avoir lieu de Gerhard Richter à la Fondation Vuitton va avoir un impact sur le marché. Et pas que, parce que c'est des expositions qui peuvent aller dans plein d'autres pays dans le monde. Donc ça va entraîner de la visibilité, ça va entraîner de la demande, ça va entraîner des transactions, du volume, des échanges, etc. On le sait tout ça. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas, c'est miser sur ça, donc spéculer. On ne spécule pas sur l'augmentation future de la valeur des œuvres. On bat le marché à l'acquisition et c'est ce qui nous permet aussi d'opérer un très grand nombre de transactions dans des délais qui sont rapides. Tu parlais d'argent, on a sorti quasiment une vingtaine de pièces un peu moins de 8 mois avant leur détention, après leur acquisition. Un peu moins de 8 mois, moins d'un an. 8 mois après leur acquisition avec des rentabilités qui dépassent les 15% net pour l'investisseur. Mais ça ne veut pas dire que si on avait attendu 2 ans de plus, on aurait fait 15% par an. On aurait probablement fait 15 ou 20% pareil, mais répartis sur 3 ans. Donc notre enjeu sur ces œuvres-là, il était très clairement de générer des plus-values rapides. Et la meilleure façon de le faire, c'est de bien acheter à la base. Ok, très clair. Donc si je comprends bien, tu as un marché qui est important, qui nous donne une certaine lisibilité sur les prix. Donc Hyper déjà, fort. On sait à quel prix on doit acheter et quand est-ce qu'on bat le marché. Et Warhol, c'est 70 000 œuvres. Voilà, 70 000 œuvres. 70 000 œuvres sur un artiste qui travaille de manière sérielle. Ça veut dire que si on prend des exemples de fleurs qu'il a fait en 1964 et 65, il y en a des centaines. On a, depuis 70 ans, des références de prix, d'échanges annuels. Tous les ans, on a des dizaines de fleurs de Warhol qui sont achetées et vendues dans le monde. Donc on sait très bien que quand on se retrouve avec une œuvre comme celle-ci, on sait à combien elle va être revendue. On sait, si tu veux, il n'y a pas de t'achètes 100 mètres carrés à Paris, boulevard Haussmann, c'est peut-être 13 000 du mètre ou 14 000. Ça va peut-être être 15 si l'appartement a un peu plus, des volumes sont plus ouverts, 12 si c'est plus contigu, mais globalement, tu as une moyenne. Là, c'est la même chose. Si c'est rouge, ça sera un petit peu plus valorisé. Si c'est violet, un petit peu moins, mais tu as une moyenne. Cette moyenne, nous, on l'étudie. On sait très bien et pertinemment, avec beaucoup de précision, combien est-ce qu'on va revendre cette pièce, ce qui vient déterminer le prix de l'acquisition. Bon, là, tu tords le coup à une idée reçue qui est ce côté un peu fantasmé du marché de l'art qui serait très abstrait. On comprend que quand on sait ce qu'on fait, c'est finalement plus appréhendable. Juste ce gros de la toupie dont tu parlais tout à l'heure, donc 500 000, 5 millions, c'est les bornes que vous avez fixées pour vos acquisitions, ou est-ce que c'est des bornes de marché Alors, le 5 millions, il est borné par d'abord l'agrément PSFP, qui est un agrément délivré par l'AMF, d'accord ? On est une société, on est une société régulée, mais globalement, on achète jusqu'aux environs de 4. Alors, on peut se retrouver avec un Picasso ou un Warhol et acheter aux environs jusqu'à 5, mais globalement, on reste dans ce 500 000, 3 millions et demi, 500 000, 4 millions. En somme, si tu regardes les pièces, les gens qui peuvent décaisser plus de 5 millions sur un tableau, ça se rétrécit. Les gens qui peuvent décaisser moins de 500 000 euros pour un tableau, il y en a trop. Donc il faut qu'on trouve un point d'équilibre entre la valeur et le volume. Okay. Un exemple très concret, je reviens sur l'immobilier, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord de payer 1 million d'euros pour acheter 100 mètres carrés à Paris que de gens qui sont d'accord de payer 200 000 euros un 100 mètres carrés à Maubeuge. C'est toi qui l'as dit. Ouais. J'adore Maubeuge. Si vous nous regardez, Maubeuge, on adore, c'est génial. Il y avait cette phrase de Thierry Vignal, Niort, j'adore aussi. Niort, j'adore. Que j'aimais bien.
Ok, bon. Donc le marché, on le comprend, il est lisible, il est gros. Très bien. Maintenant, combien il rapporte ce marché? Parce qu'il y a des stats sur le long terme. Et une fois qu'on a bien compris de quoi on parlait, donc d'exclure 97% Oui, des œuvres, oui. sur ce 3%, qu'est-ce qu'on a en droit d'espérer si on moyennise, si on a une approche statistique d'investisseur? Alors d'abord, il va falloir effectivement s'intéresser à ce 3%. Je reviens parce que c'est un peu abrupt en disant tiens, on élimine 97% du marché. On n'oublie pas qu'on achète des œuvres d'art, pas que pour des raisons financières. Il y a plein de gens qui achètent des œuvres d'art aussi pour le plaisir. Moi-même, je suis collectionneur. Ils peuvent tout à fait acheter ce qu'ils veulent et Oui, acheter des œuvres sans nécessairement de considérations qui sont d'ordre financier. Moi-même, j'ai accepté de surpayer des œuvres en sachant très bien que ça valait à peu près la moitié de ce que je payais, mais j'étais très content de posséder cette œuvre parce que j'en avais besoin. Voilà. Maintenant qu'on a sorti cette partie, j'allais dire, plus intellectuelle et plus artistique, il reste et demeure invariablement la considération financière. Cette considération financière, elle nous amène nécessairement à nous diriger, et tu as raison, vers le 1, 2, 3% du marché de l'art mondial. Il faut qu'il y ait de la valeur, il faut qu'il y ait du volume. Si tu me permets d'abord de clarifier un petit peu de quel artiste bah, vas-y, il au s'agit, contraire, c'est pas pardon. on se rend compte toujours quand on étudie la granulométrie du marché que, donc, on va dire que la période impressionniste, on va dire que le XXe siècle va commencer à peu près à partir de la période impressionniste où on a déjà des débuts d'abstraction dans le travail de Monet qui sera le plus abstrait dans les œuvres de Nymphéa qu'on verra plus tard, qui sont à l'Orangerie. Mais pour donner une idée, les premières expositions impressionnistes, on est en 1874. Des impressionnistes, à nos jours, c'est 94% du marché de l'art mondial en volume et en valeur. Ok. Ça veut dire que le marché de l'art ancien, c'est 6% du marché de l'art mondial. Pour un investisseur, il n'y a pas de salut. Ou alors, il s'y intéresse en mettant 6% de son patrimoine artistique dans de l'art ancien. Approche d'allocataire, je vois. Ah non, mais c'est Oui, vraiment, oui, oui. on Non, se mais là, colle au marché. ouais, bien On sûr. se colle au marché. Et là, c'est pas, je suis pas du tout en train de dire que j'aime pas Rubens ou Velázquez. J'adore Rubens et Velázquez ou Titien ou Poussin. C'est pas mon sujet. Mon sujet, il est que d'un point de vue financier, il y a pas assez d'œuvres, il y a pas assez de volume, et donc du coup, il y a pas assez de demande. Ça en fait un marché qui est un marché spécialiste, qui en fait un marché qui n'est pas un marché d'experts. Ça en fait un marché de niche que nous, on extrait à ce jour totalement, qui lorsque on sera très gros, on pourra intégrer à hauteur de 6%. 6% de nos portefeuilles. D'accord ? Ensuite, dans le marché de l'art mondial, et qu'on regarde plutôt ce grand 20e siècle, on se rend compte que on a une œuvre sur deux qui a été réalisée par un artiste américain et une œuvre sur deux qui est vendue aux États-Unis, qui représente quasiment 50% du marché de l'art mondial. D'accord ? À lui tout seul. Donc globalement, on s'intéresse aux grands artistes du XXe siècle qui sont fondateurs de la forme. Dans l'histoire de la construction de la valeur artistico-financière, il y a des artistes de marché, il y a des artistes de musée. Globalement, et dans un monde idéal, l'artiste qui vaut cher est un artiste qui est d'abord institutionnalisé et reconnu par le musée. D'accord ? C'est pas parce que Picasso vaut cher qu'il est dans les musées. C'est parce qu'il est génial et dans les musées qui vaut cher. D'accord ? Donc, le musée est un phare pour nous dans notre thèse d'investissement. On a absolument besoin d'avoir des artistes qui soient consacrés par les plus grands musées du monde. Des artistes qui sont dans le marché, mais pas suffisamment dans le musée. Ce sont des artistes qu'on regarde avec attention, mais aujourd'hui qui sont extraits de notre thèse d'investissement. Okay. En période de crise, en cas de, j'allais dire, lorsque le monde va un petit peu moins bien, généralement, c'est ceux qui souffrent. Parce que lorsqu'il y a moins d'acheteurs, il n'y a personne pour dire que c'est génial. J'ai compris. OK ? Donc d'abord, on s'intéresse à cet artiste plus haut du XXe siècle et ensuite à ces artistes qui ont intégré le musée et qui sont ensuite soutenus par des grands marchands, qui sont soutenus par des grands collectionneurs, qui sont dans des grandes galeries, dans des grands musées, etc. Il faut qu'il y ait de la valeur, il faut qu'il y ait du volume. On parlait tout à l'heure de Picasso, peut-être plusieurs, avec les papiers, c'est peut-être 150 000 œuvres Picasso.
c'est stratosphérique. Warhol, c'est quasiment 70 000 pièces. Il faut absolument qu'il y ait du volume. Pardon, je le répète et ne cesserai jamais de le faire, mais un marché sans volume, c'est un marché sans valeur. La rareté ne fait pas le marché. La rareté ne fait pas le marché. La rareté vient même aller à l'encontre des échanges et donc de la construction de ce qu'est même un marché. D'accord ? Moi, je ne sais pas combien vaut l'hôtel particulier du grand acteur français, rue du Cherche-Midi, à 50 000 du mètre, 60 000 du mètre, 70 000 du mètre. Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Combien de gens savent véritablement ça ? Ça dépend des affaires, de combien, ça dépend de la désirabilité de l'actif et des moyens financiers de la personne en face de nous et de combien est-ce que la personne en face du vendeur a besoin à cet instant. Mais globalement, j'ai bien compris, c'est discriminant, mais juste une petite question préalable parce que d'ailleurs, tu avais cette approche d'allocataire d'actifs, c'était assez intéressant. Souvent, même nous, dans notre travail, on a ces camemberts un peu du bien sûr, de grande fortune, bien sûr. Où on voit effectivement les différents blocs et donc la partie cotée, le non-coté, l'immobilier, l'art, qui fait effectivement partie de ces camemberts. Bien sûr, entre 5 et 15%. 5 et 15, ouais. Voilà, ça me paraît effectivement assez costaud, mais globalement, en tout cas, tu sais, quand tu as 100 millions... de patrimoine, tu peux mettre 15 millions, tu peux t'acheter un Rubens, un Rubens, un Soulage, un Kessering et un Basquiat, ça fait 15 millions et ça va. Et puis, il peut croître plus vite que le reste de tes actifs aussi en valeur. C'est possible. Mais en tout cas, tu as cette propension là dans ce type de patrimoine. L'idée, c'est aussi du coup de répliquer ce type d'allocation pour des particuliers, ce que vous permettez de faire, oui. Ce que permettent d'autres de faire sur du private equity. Là, on comprend que vous avez une méthode qui est bien aboutie et on va revenir très en détail et j'espère qu'on aura aussi l'occasion d'étudier quelques cas pratiques de votre méthodologie. Mais avant de rentrer dans votre savoir-faire à vous, est-ce que tu peux nous dire combien ça rapporte en moyenne ? J'ai bien compris ta question, pardon. Je ne m'échappais pas du tout de la question, mais je voulais vraiment préciser la typologie de l'actif parce que souvent, là, on la confond et on parle souvent du marché de l'art comme un tout, comme si on parlait du marché de l'immobilier. Combien rapporte le marché de l'immobilier dans le monde ? C'est la même chose pour le marché de l'art. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié, je spécifiais ces 3% du marché, à quoi ils représentaient, etc. Alors, il y a effectivement cette évolution de 600% sur à peu près 25 ans du marché de l'art mondial. 600% sur 25 ans. Oui, c'est à peu près ça. C'est les chiffres qu'on a sur la valorisation des actifs chez les particuliers dans le monde. Les œuvres étudiées sont... Mais ça, c'est la totalité. C'est la totalité, sauf que le reste n'a jamais vraiment compté, ou il a compté pour 15%, entre 10 et 15% du marché. Donc finalement, ça pondère un petit peu vers le bas, mais globalement, c'est très tiré, trusté, drivé par ces grosses heures. Après, on peut te donner les chiffres qui sont les nôtres, c'est le plus facile. Les chiffres qui sont les nôtres, c'est des durées... En tout cas, la thèse d'investissement, c'est entre 1 et 3 ans pour la majorité des transactions. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les œuvres qui ont été cédées en moyenne un petit peu en dessous de 7 mois, je crois, 7 ou 8 mois de détention moyenne, avec une rentabilité qui, je crois, de 16 ou 17% net. TRI. Quelque chose comme... Non, pas de TRI. TRI est supérieur à 20. Okay. Je parle de performance, de marge. Okay. C'est sur 8 mois, donc si on fait 17% sur 8 mois, en TRI, tu es supérieur à 20 points. Mais j'aime pas tellement parler de TRI pour notre activité parce que fondamentalement, si on avait mis 3 ans à revendre cette pièce sur un marché où nous-mêmes, et je te l'ai dit tout à l'heure, on ne spécule pas sur l'augmentation future et on part du principe qu'elle va au pire des cas stagner, ça veut dire qu'on aurait fait les 17 ou les 18%, on les aurait étalés sur 3 ans. Donc on aurait fait 6% par an. Voilà. Donc, bien. Beaucoup moins bien, alors déjà beaucoup mieux que plein de gens, mais beaucoup moins bien, mais d'où l'intérêt d'opérer des transactions qui sont rapides et de battre le marché à l'acquisition. Quand on a acheté 7000 du mètre et que ça en vaut 12, il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans pour revendre. Ah non, je te confirme. Ok. Bon, je pense que là, on se représente bien ce dont il s'agit. Vous avez un concurrent aux États-Unis qui s'appelle Masterworks, je crois.
Je sais pas si c'est un concurrent ou pas, mais en tout cas, même moi, je les avais eu au téléphone. Ils m'avaient contacté depuis les US pour me vendre leur truc, hein, tout simplement. Eux, ils ont levé, je crois, 1 milliard en Serie A. 1,2 milliard. Un Ah, en milliard, série A. Alors, non, pas en série. Alors, en série A, non, je crois que c'était moins que ça en série A. Je crois qu'ils ont dû faire peut-être 300 ou 400 en tout millions, cas, quelque chose comme ça. Mais en tout c'était un cas, montant qui assez était. tôt dans leur vie. Oui, oui, tout à fait. Et ils ont réussi à collecter à peu près 1,2 milliard de dollars répartis, je crois, sur 400 ou 600 œuvres, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est leur chiffre à eux, en 7 ans. Wow. Donc, effectivement, ça donne des belles perspectives pour votre activité en Europe aussi, sachant que votre terrain de jeu n'est pas inintéressant, je pense aussi, en termes de sourcing. Alors, je pense que notre terrain de jeu en Europe, il est aussi important que le marché américain. Et Masterworks, c'est pas tout à fait un concurrent dans le sens où on fait pas exactement le même métier. On a les mêmes clients, mais on fait pas tout à fait le même métier. C'est quoi la différence du coup? La différence, elle est fondamentale. Elle est liée à la typologie des œuvres qui sont achetées. Eux, ils vont acheter des artistes qui n'ont... En tout cas, nous, on se consacre, on va dire ça comme ça, nous, on se consacre exclusivement à l'étude d'artistes très confirmés avec des marchés très matures. Eux, ils sont plus américains, plus joueurs, et ils ont développé un algorithme qui leur permet de savoir quelle est la demande du moment. Mais la demande du moment, elle permet davantage de savoir quels sont les artistes qu'il faut vendre, moins que les artistes qu'ils ont achetés. Mais toi qui es investisseur, si tu entends parler de Basquiat maintenant et qu'on te présente un Basquiat, ça donne très envie. Donc ça permet de lever beaucoup d'argent très vite, mais ça permet malheureusement, je pense, d'acheter souvent un petit peu trop cher. Ok. Et donc, s'ils ont collecté 1,2 milliard de dollars, ils ont revendu 5% de leurs actifs en 7 ans. Ça, c'est pas beaucoup. Et je pense qu'ils vont avoir des gros problèmes dans les années à venir. Nous, sur les 60 œuvres qui ont acquises dans les 2 premières années, on en a déjà revendu de 20. Donc, c'est quand même pas du tout le même ratio. C'est pas les mêmes ratios. Et quand on commence avec rien. Donc, il faut comprendre que les premiers mois de collecte, pour nous, ils sont proches de vraiment pas grand-chose. C'est quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on collecte beaucoup plus, qui multiplie les points d'entrée, les acquisitions, en tout cas les propositions d'investissement pour nos clients, pardon. Mais ça n'a rien à voir sur la typologie des œuvres, sur le ticket d'entrée aussi, qui est pour nous de 20 000 euros, et puis aussi sur la communication sur les œuvres. Vous n'avez pas de visibilité sur les œuvres qui sont acquises, et heureusement, parce que ce sont des œuvres que vous allez retrouver chez des marchands qui seront présentées et vendues à des collectionneurs. En gros, on fait un peu un métier de banquier pour galeristes, avec l'argent de particuliers. Qui, eux, ont l'envie de se diversifier. Quand on comprend ça, pour des clients qui sont, pour des auditeurs qui sont entrepreneurs, ils comprennent le modèle économique dans un marché où il n'y a pas de liquidité d'un côté, où il y a une envie de diversification de l'autre, et de cette plateforme qui est capable d'aligner les intérêts de tout le monde. Voilà. Mais c'est ce qui nous permet de sourcer, de proposer des investissements dans le marché de l'art et d'opérer des transactions dans des délais qui sont relativement courts. On n'a pas envie d'attendre 7 ans ou 10 ans ou 15 ans en disant « Tiens, on a vendu 5% d'actifs investis par nos clients ». C'est pas possible. Donc, c'est pas la même classe d'actifs et c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Donc, comment t'achètes maintenant? On en vient aux choses un peu concrètes. Une fois qu'on a compris cet environnement dans lequel on se trouve, pourquoi toi, tu arrives à acheter mieux que les autres? Puisqu'il faut battre le marché à l'achat, si j'ai bien compris. Oui. Comment ça se passe? Alors, c'est un marché, le marché de l'art, qui est un marché d'opportunités. Mais souvent, dans les actifs tangibles ou dans les actifs non cotés, c'est des marchés d'opportunités. Dans n'importe quel marché au monde qui est un peu industrialisé, qui va donc être financiarisé, il y a des leviers, notamment des leviers de dette. Le marché de l'art, il n'y a pas de dette. Tu as du cash ou tu n'en as pas. Tu investis ou pas, avec en plus des besoins d'expertise, de l'accessibilité à de l'information et de la non-régulation qui est compliquée. Nous, on est une société qui est régulée, qui est transparente, où on permet à nos clients d'investir, on est beaucoup plus rassurant, on va dire, et on est très transparent que si tu devais aller t'intéresser toi-même à ce marché ou d'investir à travers éventuellement d'autres acteurs. Donc,
comment est-ce qu'on fait pour battre le marché à l'acquisition? Il se trouve que, alors c'est un peu terrible à dire ça parce que ça fait un petit peu, ça fait très opportuniste, pardon, et j'ai un peu ma pudeur, j'ai un peu de pudeur pour ça, mais effectivement, il y a de la dette, il y a du décès, il y a des divorces, il y a des déménagements, des gens qui ont envie de vendre, des gens qui ont besoin de vendre, et nous, on est là pour apporter de la liquidité. Alors, il y a deux façons de le voir, hein. Soit on apporte de la liquidité à ces vendeurs, soit on est là pour apporter une opportunité à nos clients. Dans les deux cas, ça se rejoint, ça se recoupe, mais il y a une proposition de liquidité rapide, de transaction, en fait, d'opérer une transaction. Le fait d'être capable d'opérer une transaction rapide sur un spectre d'artistes qui est extrêmement large, on étudie quasiment 150 artistes, ça nous permet d'avoir un champ de travail et d'apporter de la liquidité à des gens qui en ont besoin rapidement et à un sacré paquet de monde. D'accord. Ça, c'est très important de le comprendre. On est là pour rencontrer cette opportunité et être un petit peu sec à l'acquisition. Ce qui n'est pas toujours un problème, parce que dans un marché qui a fait 600% en 20 ans, il y a des grandes chances que les collectionneurs qui ont acquis ces œuvres, il y a un sacré paquet de temps, en fait, aient quand même fait des plus-values stratosphériques. Donc, certes, le tableau de Fontana qui sera acheté à 3 millions, s'ils le vendent que 2,3 millions, c'est moins que ce qu'ils auraient pu avoir éventuellement en vente aux enchères, mais en vente aux enchères, ils auraient eu une estimation peut-être de 2 millions, 3 millions, ou 2 millions et demi, 3 millions et demi. Peut-être que ça se vend 2 millions et demi, peut-être que ça aurait fait 3 millions et demi, peut-être que ça aurait été invendu s'il n'y a pas de collectionneurs qui ont les moyens financiers d'acheter cette œuvre à ce moment-là. Nous, on est là pour rencontrer une opportunité et en faire profiter nos clients. Qu'est-ce qui fait que vous rencontrez ces opportunités ? C'est la capacité de nos clients à être capables. Alors d'abord, expertise, réseau, et la capacité des clients à parce que quand même, aller vite. Ça vaut le coup quand même de préciser aussi ce que tu faisais avant et une partie de ton équipe. Surtout la partie de l'équipe, qu'effectivement, alors d'abord, Matisse, c'est une société qui est en France, à Milan et à Genève. Il y a plus de 32 personnes qui y travaillent et l'équipe art constitue la moitié de la société, avec tous des gens qui ont des masters en histoire de l'art, qui ont fait du droit, de la fiscalité, qui ont fait plein d'activités ou qui ont des compétences et qui ont d'expérience surtout dans ce métier. Donc oui, ça va, c'est bien. Valoriser les actifs et sourcer. Ils ont des relations à plein d'étages différents, que ce soit dans les sociétés de vente aux enchères, dans les galeries, à travers des notaires qui travaillent avec des successions, etc., etc. Donc on est là pour accompagner tout ce petit monde et leur proposer nos services de financement, de liquidité, d'acquisition dans les meilleurs délais possibles, dans les meilleurs délais possibles. Et en échange de ça, eh bien, on est un petit peu sec à l'acquisition. Mais c'est au profit de nos clients investisseurs. Ok. Donc ça, il y a peut-être un autre point, si tu me permets. Il y a peut-être un autre point. Donc, mais l'écart, il est énorme. Hein. L'écart, il est énorme. Il y a deux autres points même. On achète bien, mais on travaille avec des gens qui revendent extrêmement bien. La valeur de marché, toi, tu te dis, tiens, ma bagnole, elle vaut 100, c'est linéaire, ça vaut 100. Le prix du diamant au Rapaport, 1 carat, super vivide, en fait, ça vaut 100. Pour ce qui est de l'œuvre d'art, il y a quelque chose d'assez premium dans l'acquisition par le collectionneur. Il n'achète pas de l'argent, il achète un objet de désir. Cet objet de désir, il va lui être vendu par le meilleur vendeur au monde, par quelqu'un qui est hyper spécialisé dans le travail de cet artiste, qui connaît tout, qui peut-être même a connu personnellement cet artiste de son vivant. D'accord ? Il y a plein de gens, des galeristes qui ont connu Warhol, qui ont connu Basquiat, qui travaillent avec les œuvres de Basquiat et qui sont les meilleurs, vendeurs de Basquiat au monde. Ce sont des gens qui vendent des objets inutiles et très chers à des gens qui n'en ont pas besoin. Ils sont forts. Ils sont pas forts, ils sont très forts. Vraiment, ils sont très forts. Donc, ils sont capables de faire accepter, une surprime de prix à ces gens-là, mais parce que ces gens, ces collectionneurs, c'est pas de l'argent qu'ils achètent, c'est une œuvre, c'est une expérience, c'est une œuvre. Donc, si c'est bien acheté et qu'en plus c'est bien vendu, ça permet de générer des marges qui sont parfois extrêmement conséquentes. Et puis, il y a une autre façon, qui est toujours un service qu'on apporte aux professionnels du marché de l'art.
Le marché de l'art, c'est un marché d'offreurs. Si on compare au marché de l'immobilier, il y a des marchands de biens qui immobilisent leur trésorerie et qui ont des leviers bancaires pour pouvoir acheter et vendre des appartements. Et puis, il y a des agences immobilières qui ne possèdent pas les actifs, qui ont des vitrines, qui reçoivent des mandats et qui vendent et qui opèrent l'intermédiation. D'accord ? L'intermédiation dans le marché de l'art, c'est pas quelque chose de si commun. C'est pas si courant. Pour pouvoir vendre, il faut posséder l'actif. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On transforme des marchands de biens en agents immobiliers. On transforme des gens qui, depuis toujours, avaient l'expertise, le réseau et immobilisaient leur trésorerie. Maintenant, on va les voir et on leur propose de ne plus immobiliser leur trésorerie. On les accompagne dans leur expertise et on leur donne accès à 2 fois plus de marchandises. Pour quel risque ? Pour eux ? Zéro. Ouais, et ça, c'est un bon changement de pour un BFR, paradigme. ouais. Exactement. Ça je leur dirais, c'est bon pour ton BFR. Ça je leur dirais à mes copains galeristes. Mais du coup, c'est un changement de paradigme de travail pour eux. Et dans ce sens, le galeriste qui, lui, se retrouve avec un tableau de soulage qu'il va présenter peut tout à fait se retrouver avec quelqu'un qui vient le voir en lui disant « Ah bah tiens, moi, mes parents avaient un tableau de soulage, j'en ai hérité, je sais pas quoi en faire, est-ce qu'il vous intéresse ?» Et là, on se retrouve à sourcer le bien. Mais comme le marchand immobilier, qui en fait vend l'appartement que si tu lui donnes le tien à vendre, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc on se retrouve avec des galeristes qui nous sollicitent pour financer le stock. Donc ils se retrouvent même sourceurs du deal dans lequel ils sont indexés sur la plus-value et qui nous demandent de financer. Ouais, j'ai compris. Ouais. Ça, c'était peut-être pas le scénario de départ, mais en Mais tout cas, c'est trop bien. Mais oui, Ça marche trop bien parce que du coup, ça fluidifie et ça rend une activité, nous, dans notre quotidien, de manière hyper industrielle. Si On s'habitue à review. mobiliser 2 millions tous les 6 mois, et ça va être addictif. Quoi. Ouais, Il va faire exactement. autre chose. Et c'est plus que tous les 6 mois. Ouais. C'est peut-être tous les mois même. Ouais. Donc, on leur Après, apporte. Je savais pas que c'était aussi. J'avais pas conscience qu'ils immobilisaient le cash, les galeristes. Ah, mais ça change tout. Mais encore une fois, notre activité, moi, je suis pas quelqu'un ni de très malin ni de très intelligent. Par contre, on a une capacité, mon associé, mes équipes et moi-même, de constat sur ce marché qui fait que ça nous a amené à créer cette société où je vois un espèce de gouffre dans lequel on s'intègre. Il y a ce besoin de trésorerie qui est le nerf de la guerre de cette activité. Et lorsqu'on est capable d'accompagner les galeristes dedans, on répond à un de leurs besoins fantastiques. Et en face de ça, on a des clients qui ont envie de diversifier. C'est quoi notre activité ? Elle est limitée par quoi ? D'un côté, des clients dans le monde qui veulent diversifier leurs actifs, autant dire que c'est des milliards de milliards, et de l'autre côté, des professionnels du marché de l'art à qui on propose désormais de plus immobiliser leur cash. Qui veulent faire plus de deals, donc qui veulent juste faire de la transaction. Notre activité, elle est limitée par le marché de l'art mondial, un marché qui fait entre 60 et 70 milliards de transactions annuelles. Même si on n'en fait que 2 milliards par an, on fera quoi ? 3% de financiarisation dans ce marché ? Ouais, t'as une boîte qui tourne. A priori, ça tourne. A priori, ça tournera. Écoute, c'est assez passionnant. Je m'attendais pas à ce qu'on aborde les choses comme ça. Du coup, j'ai appris quelque chose en plus. Donc mais parce que je te sais très entrepreneur, alors je tire sur cette ficelle très entrepreneur. Je partage pas tout ça nécessairement avec mes clients qui peuvent le comprendre par la suite, mais ça les intéresse pas toujours. Eux, ils viennent me voir pour des raisons financières. Ils restent pas pour des raisons que financières. On s'appelle Matisse.club. On est organisé sous forme de club. On va faire des clients vont à travers une société projet co-investir sur un tableau de Picasso. Le tableau de Picasso va venir. On va organiser une conférence avec un spécialiste de Picasso. Ils vont se retrouver tous ensemble à se connaître et à se rencontrer entre eux. Et rien ne les empêche de faire du business entre eux. Et puis, on organise un dîner avec le tableau sur lequel ils ont investi à côté. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça, je confirme que souvent, les gens qui s'y connaissent en art sont des gens, du coup, d'un certain milieu. Et avant, c'était quand même aussi, en tout cas, un petit peu excluant de ce point de vue-là. Le fait de pouvoir investir à partir de quelques dizaines de milliers d'euros fait qu'on va aussi, a priori, si on est un tout petit peu curieux, avoir l'opportunité de s'y intéresser et donc aussi gagner, je pense, sur la partie un peu moins blindée, un peu moins pécuniaire.
par la même occasion. Donc ça, je confirme que c'est un format intéressant et je peux aussi voilà, partager mon retour d'expérience de ce que fait Mathis sur la partie contenu, avec notamment une exposition de Fernand Léger à laquelle vous m'aviez gentiment convié. Et le niveau de l'intervenant était absolument bluffant. On se demandait juste s'il avait vraiment quelque chose à vendre. Donc pour le coup, C'était déjà collecté. Non, mais bien sûr, mais il y avait pas, il y avait rien à vendre. En fait, il y avait véritablement rien à vendre. Mais c'est ça qui fait aussi la qualité. C'était une blague pour justement, on aurait dit un conférencier. C'est un conférencier. Voilà, c'est un historien d'art. Bon, bah voilà. On travaille avec des gens qui sont historiens d'art. Donc c'est pas un acteur, c'est un conférencier, ce qui expliquait sa qualité de conférencier. Mais voilà, le contenu est là et je pense que on peut gagner de l'argent en apprenant des choses, c'est pas interdit. Et en l'occurrence, c'était plutôt très bien fait. Ils viennent pas pour ça, nos clients viennent pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on se rend compte, mais c'est une expérience qui est marquante, bien sûr, et qui fait qu'on revoit aussi nos clients, en plus de la rentabilité qu'on essaie de leur apporter. Et donc j'imagine aussi, in fine, pour revenir à ton explication là, sur les galeristes, qu'au niveau même de leur offre, ça va tout changer, puisqu'ils vont avoir un stock d'offres qui avant était de facto limité par leur trésor. Exactement. Et donc c'est quand même toujours sympa, tu parlais d'Amazon ou d'Uber tout à l'heure, d'avoir un peu le choix quand on achète. Et donc qui dit plus de légèreté des capitaux, dit plus d'offres, et donc un marché qui est aussi un peu plus sympa pour le consommateur. Donc voilà, non, mais je te laisse le micro, tiens. Merci. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est intéressant effectivement de voir cette casquette de banquier que j'avais pas vraiment anticipé. Toi, est-ce que tu peux nous raconter maintenant un ou deux deals marquants depuis le début de Mathis, peut-être pour commencer à l'acquisition, une ou deux années, enfin un ou deux deals avec une anecdote marquante à l'acquisition. Et commenter peut-être un peu l'artiste, la pièce, l'histoire du projet. Je pense à une. Alors les deals, toujours la même chose. On va dire qu'il y a deux grandes catégories de deals, soit des œuvres qui sont très interchangeables, où là, pour le coup, on prend des œuvres comme des artistes comme Joseph Albers. Un tableau de Joseph Albers ressemble beaucoup à un autre tableau de Joseph Albers, qui ressemble beaucoup à un autre tableau de Joseph Albers. Cette notion d'interchangeabilité fait que on a besoin d'opérer des transactions qui sont rapides pour générer les plus-values. Plus longtemps on va durer dans le temps, plus les TRI vont s'écraser. Et donc, il faut juste battre bien le marché à l'acquisition et à partir de là, ça nous permet d'être très réactifs pour opérer les plus-values. Il y a une autre façon de faire qui est de se diriger sur des biens qui sont peut-être un peu plus exceptionnels, où là, pour le coup, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment parce qu'on se dit, tiens, soit, et c'est une question qui est la nôtre, et c'est près de ça qui m'intéresse, j'ai envie de partager avec toi, c'était une œuvre d'un artiste important. Alors, je ne peux pas donner le nom maintenant, mais c'était une artiste importante que vous connaissez tous, et c'était une œuvre importante de cet artiste. Et la question qui était la nôtre, c'était de se dire, cette œuvre qui vaut 100, une œuvre qui valait 1 million. On pensait qu'on avait une capacité de revente sur cette œuvre à 2 millions d'euros. On pensait que pour aller dans la maturité de cet investissement, il fallait attendre entre 2 et jusqu'à 4 ans maximum, et c'est ce qu'on a dit à nos clients. Et puis, on a eu 6 mois plus tard une opportunité à 1,5. C'est pas nul quand on achète 1. Quand on achète 1 million, pouvoir revendre 1,5, c'est pas nul. Et là, c'est posé la question de l'arbitrage. Est-ce qu'on se dit qu'on allait attendre potentiellement 2 ans, 3 ans pour aller générer le 3 millions, ou le 2 millions, pardon, ou est-ce qu'on se dit, tiens, 6 mois plus tard, on prend les 500 000 et on va pas du tout dans la maturité de ce qu'on attend. On a la conviction très forte qu'on n'est pas du tout au prix, mais en même temps, on fait 50% en 6 mois. On vient avec un TRI de 100 points. Et donc là, il faut arbitrer. Et se pose la question du TRI, il se pose la question de la performance. Performance, on sait qu'on aurait pu faire 100 points. On n'aurait pas fait le même TRI du tout sur 3 ans.
Et donc, c'est des questions auxquelles on est confronté assez régulièrement parce qu'on sort des deals dans des délais qui sont parfois assez rapides. Je crois que le plus court, ça a été 1 mois. Et puis là, on refait une œuvre sur laquelle il y a une transaction qui met à peu près 1 mois aussi. Ça va mettre 1 mois et demi maximum avant d'être payé. Donc, c'est des délais, c'est des durées de détention qui peuvent être faibles. Et donc, l'arbitrage qui va être le nôtre il est de se poser la question du TRI ou de la marge, voilà, ou de la performance. Donc ça, c'est un truc qui m'amuse et donc c'est des questions qu'on retrouve en COMEX avec l'acquisition, le département d'acquisition, le département de vente et puis mon associé en disant qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. C'est un peu des problèmes de riches, mais qui peuvent nous amener dans des conditions, dans des situations délicates parce que si on décide de pas prendre la plus-value. Et pourquoi pas, potentiellement, si on ne la revend pas dans les 2 ans ou dans les 3 ans prévus, imaginons, on ne sait jamais, on va se retrouver à devoir expliquer à des investisseurs qu'on avait une offre pour faire 50% 6 mois plus tard et qu'on ne l'a pas prise et qu'aujourd'hui, on va faire au mieux 50%, peut-être au bout de 3 ans. C'est un petit peu embêtant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis autre chose, c'est... Et ça, c'est un peu curieux pour moi parce que j'essaie d'appréhender mes investissements avec beaucoup de froideur quand je me positionne et on observe qu'il y a certains artistes sur lesquels on attend des plus-values qui sont extrêmement conséquentes, mais des artistes qui sont beaucoup moins connus du grand public. Parce qu'on voit cette opportunité, parce que les artistes très connus sont très suivis, et donc, etc. Alors, quand les artistes pas connus, faut pas exagérer, je crois qu'un des plus gros tracks qu'on a, c'est sur une œuvre de Kiefer ou sur une œuvre de Niki de Saint-Phal, où on fait des plus 50, plus 100%, même en performance, sur des durées qui sont courtes. Les Niki de Saint-Phal, sont des artistes qui sont connus, mais effectivement, c'est pas connu comme les Picasso, c'est pas profond comme marché comme les Picasso. C'est pas Basquiat, c'est pas Warhol. Mais sur ces artistes-là, lorsqu'on les collecte, lorsqu'on lance des clubs, on lance des sociétés-projets comme ça, eh bien, la collecte, elle va dépendre beaucoup, non pas du TRI avancé, de la fiche d'investissement, de la thèse d'investissement, mais elle va dépendre du nom de l'artiste. Alors, j'ai envie de dire... Quand vous achetez de l'immobilier... Ou de moins en moins. Non, mais aujourd'hui, ça roule. C'est-à-dire que le client qui, chez nous, a en moyenne 120 000 euros, ou 100 000 euros à peu près, répartis sur 4-5 pièces, on l'appelle tous les 6 mois pour lui dire « t'as vendu ». Donc, à un moment donné, il suit vachement. Il est hyper récurrent, il est hyper fidèle, il est très loyal, ça fonctionne, ça tourne, il est content. Mais... c'est un point hyper important, je me permets la digression puisqu'on l'aborde. C'est quoi le taux de repeat chez vous? Non, il est supérieur aux 100 points. Aujourd'hui, on a une grande partie de notre clientèle qui sont des recommandations. 100% des vendeurs sont acheteurs derrière. Oui, à moins qu'ils aient un projet d'acheter de l'immobilier ou tout ça. Ah oui, bien sûr. 100% en tout cas. Ah oui, bien sûr. Et puis plus que ça, c'est-à-dire que quand ils ont mis 20 000, ils ont récupéré 23 nets en 8 mois, ils reviennent pas avec 20 000, Ils reviennent avec 40. Ils se réinvestissent sur 2 club deals, sur 3 club deals. Enfin, ça fait vraiment un effet boule de neige. Ça, c'est vraiment intéressant. Et nous, encore une fois, ne mettez pas 100 000 euros sur une œuvre. Mettez 5 fois 20 000. On vous rappelle tout le temps. On est hyper content de vous apporter une bonne nouvelle. Diversifiez-vous le plus possible. Et donc, juste, messieurs, vous arrivez là où je voulais en venir, c'est qu'on se retrouve avec certains artistes. Alors évidemment, on a toujours des thèses d'investissement, on gagne de l'argent, même sur Picasso et sur Warhol, mais on a eu l'occasion de présenter un tableau de Soulages, un peu inférieur à 2 millions d'euros. 1 heure plus tard, le tableau était collecté. 1 heure plus tard, l'investissement était rempli, la poche d'investissement était remplie. C'est-à-dire qu'on prévient nos investisseurs que demain, après-demain, on va lancer un tableau de Soulages. Vous en avez fait plusieurs, non? Il y en a eu quelques-uns. Il y a un club, il y a une société projet qui va être organisée autour d'une œuvre de Soulages, qui va être présentée autour d'une œuvre de Soulages. Attention, c'est dans 2 jours. Attention, c'est dans 1 jour. Attention, c'est aujourd'hui à 18h. À 18h, c'est présenté. À 19h, c'est rempli. 2 millions. Exceptionnel. Et en même temps, il y a des artistes
qui sont aussi super et qui attendent des TRI qui sont même, enfin des TRI, oui, des TRI qui sont même supérieurs, avec des tests d'investissement incroyables, mais parce que c'est pas Pierre Soulages, on va mettre 15 jours ou 10 jours, une grosse semaine à aller collecter le million, alors qu'en fait, voilà, ça ne méritait pas. Donc, prenez le temps, prenez le soin de lire les fiches d'investissement, d'échanger avec vos conseillers qui vous qualifieront chacune des transactions. Évidemment que c'est rassurant et d'investir dans ce que vous connaissez, mais j'adore, pour reprendre, j'adore Maubeuge, mais peut-être que c'est pas le meilleur investissement. Voilà. D'accord, compris. T'as pas voulu me donner un exemple d'acquisition précise, mais peut-être c'est quoi pour être... Parce que les œuvres sont revendues, elles ne nous appartiennent plus et que les marchands avec qui on travaille n'aimeraient probablement pas que leurs clients collectionneurs comprennent que la plus-value qu'ils ont payée est là pour engraisser le capital du marchand et celui de nos investisseurs. Oui, bon, vous créez de la liquidité. C'est par délicatesse qu'on fait ça. Vous êtes des banquiers qui financent le marché, comme tu l'as dit, vous avez une justification. En tout cas, ce qui est a priori public, c'est vos plus grosses performances. Ah non, toutes. Oui, non, c'est ça. Toutes. Donc, Alors, j'adore. Tu me dis nos plus grosses performances. Non, toutes nos performances, mais effectivement, elles sont toutes bonnes. Oui, mais elles sont toutes très bonnes. Je vais parler de celles qui m'intéressent, mais effectivement, elles sont toutes intéressantes. D'ailleurs, pourquoi pas parler de la pire? Mais du coup, peut-être au lieu de parler de la... Je crois que la pire, c'est 8%, un truc comme ça, 8% en absolu, avec intérêt peut-être à 12. Ok, Wow. C'est loin d'être mauvais. En tout cas, quand on compare à d'autres catégories d'actifs, c'est quoi votre plus belle transaction? C'est plus de 100%, ouais. En valeur, en volume. Quelle œuvre c'était? Il faut regarder sur le site. Deux œuvres. Ça doit être des œuvres de Niki de Saint-Phal. On a très bien travaillé. Chaque club deal est différent. Chaque société projet est différent. On a par exemple, on disait tout à l'heure, on parlait de Joseph Albers. Joseph Albers, c'est un marché qui est très interchangeable. Ça vaut 100. Ça roule. On n'ira pas vendre ça 150. Et c'est très dur de l'acheter moins de 60. Ok. Donc on sait que notre marge, elle va se faire au pire des cas, au mieux, j'allais dire au plus bas, entre 60 et les 100, en incluant le professionnel avec qui on va travailler. Donc on sait qu'on va avoir des marges qui sont réduites, des durées de détention qu'on anticipe qui sont plutôt faibles, qui sont plutôt courtes. D'accord ? On anticipe. Par contre, on a des pièces qui sont plus importantes et qui, là, pour le coup, sortent un petit peu, j'allais dire, de la visibilité de quelques acteurs. Et là, on a une capacité à générer des plus-values qui peuvent être très importantes. C'est le cas sur certains. Vous regarderez sur notre site internet, sur mathis.club, les rentabilités sont publiques, elles s'additionnent, et vous allez avoir des rentabilités en performance, je veux dire en absolu, et en TRI supérieure à 100%. Ça arrive, c'est pas ce qu'on vise. C'est pas ce qu'on vise. Nous, on vise que la plupart de nos nos sociétés dédiées, nos propositions d'investissement sont sur des œuvres entre 500 000 et 5 millions, des durées de détention entre 1 an et 3 ans, et des performances aux environs entre 10 et 15, entre 10 et 18. Voilà, ce qui est déjà hyper bien, mais c'est à peu près ce qu'on vise. Voilà. Ok, bon, j'ai bien compris. Non, mais l'idée, c'était de surreprésenter le potentiel. Maintenant, de toute façon, on va nuancer ce potentiel parce qu'on arrive à la partie question fâcheuse. Si tant est qu'il y en ait. Mais en gros, cette première question, tu l'anticipes déjà. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous n'arrivez pas à sortir? Non, toutes les pièces sur lesquelles on a des durées de détention qui sont un peu plus longues, c'est des durées de détention qui étaient anticipées. Et c'est pour ça que je parle de conseillers, du lien que vous allez avoir avec vos conseillers. Elle est chez nous, elle est très importante parce qu'ils vont vous qualifier la transaction. Le Albers, on n'attend pas des durées de détention fortes, mais on n'attend pas des rentabilités très fortes. Le tableau de Picasso, on va attendre une sécurité plus importante, on va peut-être attendre une durée de détention un petit peu plus forte et peut-être une rentabilité un peu plus forte, etc. Donc tout ça, ça va dépendre des deals. Les pièces aujourd'hui qui ont plus d'1 an ou 1 an et demi de détention chez nous sont des œuvres sur lesquelles on avait anticipé et proposé. Non, on ne s'est pas encore fait surprendre, ça arrivera. Ça ne peut pas ne pas arriver sur les centaines de pièces qu'on achètera, sur les centaines de millions d'euros d'œuvres d'art
d'art qui seront acquises, mais il est évident, qui seront acquises, des centaines de millions d'euros d'œuvres d'art qui seront proposées à nos clients, mais il est à peu près évident que il y a un rapport, moi qui m'intéresse, risque potentiel de gain qui est complètement disproportionné au profit du gain au détriment du risque. C'est un marché qui est un peu comme le marché, j'allais dire, de l'immobilier haut de gamme. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier, disons à Paris, même s'il fait pas très beau, même si ça va pas super bien, globalement, c'est pas des marchés qui connaissent des très fortes baisses ou des très fortes hausses, ils sont assez stagnants. C'est un peu ce qu'on observe. Sauf que le marché de l'art et le tableau de Picasso, il s'échange pas qu'à Paris. Il s'échange à New York, à Tokyo, à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai, etc. Donc il y a un caractère extrême et à Maubeuge. Très important. Et il y a donc un caractère très international. Ouais. Il y a un caractère très international qui est extrêmement rassurant parce que ça crée j'allais dire, une certaine forme de liquidité et une certaine forme de concurrence dans ce marché qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc, on est sur un marché qui, au pire des cas, est plutôt stable et au mieux, il est plutôt haussier. Il peut observer des baisses, mais on n'a pas une baisse comme des gens malheureux, qui ont pu investir sur Valourec et qui ont... J'ai pris le pire, je suis désolé. J'ai pris le pire. Oui, mais en fait, ça n'existe... Oui, mais on perd pas 85% de sa valeur ou de son actif du jour au lendemain. Oui. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'OPA. d'OPA. Il y a une approche risque extrême parfois quand on parle d'investissement. Là, en l'occurrence, ton risque extrême, ton max drawdown, en fait. Et puis surtout, 20. et puis surtout, ça se fait avec du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on perd pas 20. Enfin, encore une fois, Warhol, c'est 70 000 œuvres. Donc avant d'accuser moins 20% de perte sur 70 000 œuvres d'actifs, 70 000 œuvres. Il faut quand même un sacré paquet d'années. Il faut que ce soit structurel, il faut que ce soit mondial, il faut qu'il y ait un désintérêt profond du public, etc., etc. Donc on n'a pas du tout ni la même temporalité, ni la même fluctuation de prix. Donc globalement, oui, il peut y avoir des évolutions de prix, c'est incontestable, mais il n'y a pas ces écarts de prix qu'on peut retrouver comme dans les marchés financiers. Mais il n'y a pas la même liquidité. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est de la liquidité, de la sécurité, Oui. c'est un espèce d'arbitrage. Moi, j'aime bien présenter ces classes d'actifs entre de l'immobilier et le marché financier. Les marchés financiers sont beaucoup plus liquides, ils sont internationaux, extrêmement volatiles. Les marchés immobiliers sont plus, j'allais dire, plus statiques, plus immobiles, moins volatiles et un peu moins risqués. C'est une bonne analogie. Mais et de se retrouver entre les deux, ça permet d'avoir un actif qui évolue sur un marché international, très clairement, et en même temps qui est un bien tangible. Et ça m'intéresse. Et ça vaut pour l'immobilier à Paris de luxe, en tout cas, ce que tu viens de dire. Oui. Un marché assez international. Bien sûr, très international. Mais effectivement, c'est... Et fermé, et clos. Il n'y a pas de nouveaux biens immobiliers. Il n'y a pas de nouveaux hôtels particuliers qui sont créés. Il n'y a pas de nouveaux tableaux de Warhol qui sont créés. Et sans vouloir titiller M. Zuckman, c'est aussi un marché qui dépend du coup quand même essentiellement encore aujourd'hui, même si ça change avec Matisse, qui est quand même essentiellement composé des vraiment les plus riches de la planète et qui est plutôt une population qui s'enrichit à notre niveau, oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour le soutien des prix. Donc ça, je le comprends assez bien. Toujours dans le thème question fâcheuse, cher Arnaud, est-ce que les fees qui sont pratiqués sur vos sociétés de participation, c'est ça? Comment vous dites, société dédiée. Société dédiée. Ouais, sociétés de projets dédiés. Voilà, c'est très moche. On n'a pas trouvé beaucoup mieux, mais il y a des termes qu'on peut pas. Éviter certains termes. Oui, il y a certains mots qu'on n'utilise pas pour des raisons réglementaires. Mais tu sais quoi? Explique-moi en fait, comme un enfant de 10 ans, la structure de fees. De chacun des projets, parce que très simplement, que quelqu'un a eu la gentillesse de nous écouter jusqu'à présent. Oui, qui nous écrit encore une heure après, et qui a cette gentillesse, il va comprendre la structure de fees qui est très simple. Il a tout compris, il a envie d'investir, il sait que c'est 20 000 euros. Maintenant, comment ça va lui coûter cette histoire? Alors, ça va lui coûter d'abord 20 000 euros minimum par société dédiée. La structure de fees est la suivante. Il y a 10% qui sont intégrés dans l'investissement initial. Donc, une œuvre qui vaut 900 000 euros, elle va être collectée sur une base de 900 000 et elle va être collectée avec un coût de revient pour le client à 1 million.
D'accord. Donc, la société projet va porter 1 million d'investissement. Donc, il y a ces 10%. Ces 10%, on va en garder une partie. Une partie vont permettre de payer de la restauration, de l'encadrement, du transport, de l'assurance, ce genre de choses. Le distributeur aussi ou pas? Et une autre partie, le distributeur avec lequel on va partager, avec lequel on va travailler. Quand il y a un distributeur. Voilà. Quand il y a un distributeur avec lequel. Ce qu'on ne voulait pas, c'est avoir des différences de prix entre distributeurs et pas distributeurs. Je n'ai jamais été très fou du contrat d'assurance vie avec des frais qui étaient variables en fonction De qui le vend? Ouais, de qui le vend. Non, c'est pas fou. Je suis d'accord, on a la même approche. Je comprends pas très bien. Je veux pas comprendre parce qu'il y a combien, il y a celui, ça dépend en fait de celui qui le vend, mais ça dépend aussi de celui qui l'achète. Bon, Je te confirme que c'est moi, ça me gêne. Ok. Personnellement. Après, j'ai pas de problème et je veux pas me mettre mes confrères au dos, mais je sais. Enfin, en tout cas, je suis pas toujours à l'aise. Je le comprends. En tout cas, pour vous, je comprends parce que un prix qui est le même. C'est un prix pour tout et le monde. d'ailleurs, même nous-mêmes, si nos équipes ou nous-mêmes souhaitons investir sur nos clubs deals, sur les sociétés dédiées, on le Couper, c'est bien un mot. sur les sociétés dédiées, les sociétés projets dédiées, eh bien, ça se fera dans les mêmes conditions que n'importe qui. On sera investisseur de la même façon, dans les mêmes conditions. Okay. Donc 10% de frais de structuration. 18 000 euros, clac, 20 000 euros, 10% de frais de structuration, une partie qui couvre, qui nous rémunère notre travail, une partie qui vient payer la structuration. Mais c'est très intéressant parce que c'est un comptable. C'est un comptable comme c'est une société dédiée. Ça veut dire que c'est un comptable, une société, c'est transparent. Il y a une comptabilité et il y a 5 lignes comptables. C'est-à-dire qu'il y a une acquisition, il y a un transport, un encadrement, de la restauration et puis une vente. C'est très simple et c'est transparent et c'est régulé. Ça, c'est encore une fois, c'est tout à fait nouveau, j'insiste, parce que c'est quelque chose dont je suis très fier et je suis convaincu qu'un marché qui est en croissance est un marché qui doit passer par la régulation et la transparence. Oui, mais bon, ça, c'est moi personnellement, mais j'en suis totalement totalement convaincu. Le marché de l'art, je pense que ça doit être une vraie révolution. Pour nous qui avons plutôt un pied dans la finance, ça nous paraît assez standard. Une révolution. Crois-moi, une révolution. Oui, je te crois, sur parole. Et ensuite, donc la rentabilité et les prix qui ont été indiqués commencent à partir de ce montant-là. Ils commencent à partir du million, pas du 900 000. C'est bien net de ces C'est net, d'accord. De ces frais. Tous les chiffres dont on a parlé depuis le début, ils sont net. Oui, exactement. Ensuite, la pièce va être vendue et là va être prélevé 20% sur le carré d'intérêt, de carré d'intérêt sur le bénéfice, d'accord, sur le spread. 100% du bénéfice ou sur 100% du bénéfice. Donc on a acheté 100, on vend 130. D'accord. Donc, a été investi 100. L'œuvre d'art, la société vendra 130 et sera liquidée. Il va y avoir 20%, exactement, 124 distribués et 60 qui vont être prélevés, qui vont rémunérer le département d'acquisition chez nous. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a des frais Donc, de gestion? Très bonne question, j'allais y venir. C'est parce que l'œuvre a été bien achetée qu'elle sera bien vendue. Donc, les gens avec qui on travaille acceptent et jouent ce jeu-là d'avoir un temps qui est plus ou moins long de récompense de leur travail. Ça représente quelle partie de leur rémunération? Forte. 30%? Forte. Ça peut dépasser très clairement les 30%, mais ça peut dépasser... C'est pas anecdotique. Ah non, c'est pas anecdotique. Quand demain on achète, l'année prochaine, on devrait, on devrait structurer, nos clients devraient investir, en tout cas on leur portera des sociétés projets jusqu'à, je pense, entre 100 et 150 millions d'euros. C'est pour les années à venir, c'est entre 100 et 150 millions d'euros de marchandises, d'œuvres d'art vendues avec entre 15 et 20% de performance, avec 20% de ce montant qui sera prélevé. Ça fait un peu de sous. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent et c'est tant mieux. Je suis absolument ravi de très bien rémunérer les gens avec qui on travaille, mais ils ont accepté aussi ce système-là. Structuration caride. Et maintenant, le dernier point qui sont les frais de gestion. Et les frais de gestion, eh bien, au même titre que ça ne me plaît pas toujours d'appliquer, j'allais dire, des frais en fonction des frais de gestion, j'allais dire, de frais de contrat d'assurance, des surcoûts liés au contrat d'assurance vie sur le montant de la collecte, à qui est-ce que je le vends et qui le vend.
dire à un client, vous allez avoir des frais de gestion sur une œuvre potentiellement que je n'arrive pas à revendre et qui va vous coûter de l'argent tous les ans et qui va venir baisser la qualité de l'actif et sa valorisation, c'est clairement aller à l'encontre de ses intérêts. On a décidé, mon associé et moi, de ne pas avoir de frais de gestion. Ok, bon, ça c'est top parce qu'effectivement, sinon ça aurait pu Et dans, opposer un petit peu les intérêts. et dans une société qui est, j'allais dire, financière, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris notre parti. Bon. Oui, effectivement. Non, mais en gros, il y a deux grands modèles. Il y a les modèles d'upfront, dans lesquels vous êtes plus ou moins, et les modèles de gestion qui sont, ou de run. Upfront, carré d'intérêt, et on n'a pas le. Et Ouais, on n'a mais pas c'est effectivement. sain, Voilà. c'est cohérent, et je le comprends bien. Nous Ok. sommes des gens simples et on aime bien travailler avec des gens qui comprennent notre modèle. Ouais. Et on essaie d'être le plus, encore une fois, transparent Oui, et compréhensible ça évite le possible. portage opportuniste, quoi. Oui, Voilà. oui. Donc, ça, c'est plutôt très sain. Écoute, c'est assez passionnant. Pour ceux comme moi qui n'avons pas ta culture, mais qui pour autant s'intéressent, tu vois, moi je dirais que je suis niveau 0,5, c'est-à-dire que je suis celui non, mais qui s'intéresse, qui va aller voir une expo, qui peut avoir une sensibilité à un artiste, qui peut soudainement se passionner de quelque chose, mais qui n'a pas ce bagage, tu vois, d'histoire de l'art. Euh, et qui a envie, tu vois, de progresser en travaillant avec vous. C'est quoi ta reco pour progresser? Alors, Au-delà nous. d'investir, mais c'est quoi? Est-ce que tu as des petits tips, des Ah, lectures ou des tips autres que des lectures, des expos? Comment on progresse? tu l'as vu À tout point toi-même. de vue, Tu hein, l'as pas que vu. Oui, oui, financièrement, là, pour le bien coup. sûr, mais tu l'as vu toi-même sur les propositions qui étaient les nôtres. On les documente beaucoup. On les documente d'un point de vue financier, c'est incontestable et c'est important pour nous que nos clients sachent pourquoi est-ce qu'ils sont là. Mais on les documente aussi à travers j'allais dire, de l'histoire de l'art qui est extrêmement fouillée. On fait des vidéos sur chacune des œuvres, sur chacune des propositions, des sociétés dédiées. Donc il y a des vidéos sur les artistes, il y a des vidéos sur les œuvres. Il y a une expérience qu'on apporte à nos clients, à nos membres, à travers ne serait-ce que la possibilité à un moment donné de toucher le tableau, de se retrouver devant l'œuvre de Basquiat. On explique pourquoi avec quelqu'un spécialisé sur Basquiat. Et puis là, on est en période C'est de une Art autre Basel. expérience que de le voir au musée, quand même. Oui, parce qu'au musée, elle n'a pas de prix, donc elle n'a pas de valeur. Et quand on se retrouve à l'avoir dans les mains et on sait qu'on en possède un petit bout, Mhm. en fait, la projection, elle n'a rien à voir. Elle a vraiment rien à voir. Euh, et c'est très bien en fait. C'est comme quand vous rentrez dans une boutique de luxe et vous voyez ça de loin, et puis un jour vous avez un peu d'argent pour potentiellement acheter le sac et vous dites ah, potentiellement je C'est peux pas pareil. l'avoir. Et il a pas le même, l'odeur du cuir est plus la même Je suis tout d'un d'accord. coup. Je suis Tu vois, il y a un d'accord. truc un peu comme ça. Alors, ça sera les Berluti pour les messieurs et les sacs Chanel pour les dames, mais l'idée, elle est un petit peu là. Et puis évidemment, allez-y dans les musées, vous embêterez jamais. Prenez le temps de regarder aussi dans les ventes aux enchères. Ça, c'est un conseil que j'aime bien donner parce que les ventes aux enchères, elles sont publiques. Allez à Drouot, n'importe qui peut rentrer. Dans quelques jours, va être vendu un tableau de Picasso. Alors, quand ils nous écouteront, ils seront vendus, ça arrive en fait qu'il y ait des trésors comme ça qui sortent. Il y a tout un marché dont on n'imagine pas les codes. Et encore une fois, il faut se renseigner sur l'œuvre, les artistes. Et puis c'est de l'histoire tout ça. Hein. Ce sont des gens qui ont façonné l'histoire de la forme. Quand on pense aujourd'hui à l'Antiquité, on va penser aux Grecs, on va penser aux plites, on va penser aux casques, on va penser à la phalange, aux armures. Et puis on va penser à l'architecture. Fondamentalement, c'est ce qui nous reste de la civilisation. Dans 1000 ans, il y a plein de choses qui auront disparu. Les Picasso seront encore là. Les Picasso seront encore là. Et il y a 500 ans plus tard, eh bien, les bâtiments de la Renaissance ont disparu. Mais les tableaux de Léonard de Vinci sont encore là. Et toutes ces œuvres, elles parlent d'une histoire. Et quand on les regarde, quand on les étudie, eh bien, on sait d'où on vient. Et en regardant les œuvres de notre temps, les œuvres des artistes de notre temps, eh bien, on sait aussi où on va. Ouais, c'est intéressant de reconnecter avec la dimension artistique et culturelle. Pour quelqu'un qui ferait un premier deal avec vous,
bon, et qui est convaincu sur la dimension macro, Alors, comment il se dit, comment il appréhende ça? je vais te répondre extrêmement simplement sur ça parce que pour moi, c'est extrêmement important. D'abord, vous avez compris le principe, comment est-ce que ça fonctionne et là, je vais dire les grandes lignes. Maintenant, échangez avec votre conseiller. C'est fondamental. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais faites-le parce que votre conseiller, son boulot, c'est de comprendre votre façon d'investir. C'est pour ça que vous travaillez avec des gestionnaires de patrimoine. C'est pour ça que vous travaillez avec des banquiers. S'ils sont normalement bons, ils connaissent votre appétence, vos risques. Normalement, ils connaissent votre appétence, vos risques. Ils savent combien est-ce que vous pouvez investir, etc. Ils sont là pour vous donner de la visibilité et de la compréhension dans votre patrimoine, qui évidemment, je vais dire, est soumis à vos aspirations. Il évolue en fonction de vos aspirations personnelles, professionnelles, mais globalement, il y a quand même des grandes tendances de fond et on va avoir des gens qui sont très joueurs, qui veulent investir beaucoup sur un cheval, d'autres qui vont dire moi je veux pas prendre de risques, d'autres qui vont dire mais moi ça me gêne pas de perdre 20, mais par contre si je gagne pas 100, ça m'intéresse pas, etc., etc. On va déterminer ensemble vos objectifs avec les conseillers de Matisse et eux vous conseilleront sur tel deal ou pas. Le pire, c'est de se positionner sur une œuvre dont la thèse d'investissement ne vous convient pas. D'accord ? Donc, il est là pour vous la mettre en évidence, cette thèse d'investissement. C'est pas toute la même parce que les œuvres sont différentes. Parce que quand vous achetez un hôtel particulier ou un appartement de 100 mètres carrés ou une chambre de bonne, vous n'avez pas la même thèse d'investissement. Là, c'est la même chose. On a affaire à des biens meubles. Chacun a des caractéristiques, d'accord, qui leur sont propres. Eh bien, échangez avec votre conseiller qui vous qualifiera le deal. Et en comprenant vos objectifs, il vous dira, mais je comprends pas, vous allez même peut-être lui dire, mais attendez, ça fait 3 deals que je vois passer, vous m'avez pas tenu au courant. Oui, mais parce qu'on a échangé ce deal-là, eh bien, je pense qu'il n'était pas pour vous. Et quand je vous appelle pour celui-ci, c'est parce que je pense que lui-ci, il est pour vous ou pas. Et c'est pas grave s'il n'est pas pour vous. Finalement, respecter les bons principes d'investissement. La base. C'est pas parce que c'est de l'art qu'on fait n'importe quoi. Ah non, mais surtout on garde pas. La discipline. Surtout pas. Il faut regarder. Moi, je vous ai présenté ça de manière passionnante parce que le sujet l'est pour moi, mais de manière relativement froide, à travers des chiffres, à travers une façon, une méthodologie. Et pour moi, c'est la clé du succès pour la satisfaction de nos clients et pour la réussite de notre entreprise. Ça vaut pour l'investissement en général. J'y souscris à 100%. Faut souvent bien présenter l'actif et c'est souvent ce qui fait les gros problèmes d'ailleurs, c'est quand c'est mal présenté. On l'a vu sur l'immobilier de mon côté ces dernières années. Mais on s'est déjà retrouvé, alors pas avec Matisse, mais moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver, un exemple très concret, c'est très con mais très concret, d'un client qui achète une pièce pour des raisons d'investissement, d'accord ? Donc la pièce, elle est achetée, on la reçoit dans les bureaux et on a une opportunité transactionnelle sur l'œuvre extrêmement rapide. Donc la pièce venait, c'était une œuvre d'Alan McCollum, la pièce est achetée par un client qui, on doit la récupérer, elle vient dans nos bureaux, elle venait d'Italie et il se trouvait qu'il y avait une opportunité pour la présenter en Allemagne dans la foulée. Le transporteur de la galerie était là, on reçoit la pièce le matin, la pièce part l'après-midi, elle est vendue 2 jours plus tard. Incroyable. On s'est fait pourrir par le client parce qu'on n'avait pas compris que certes il faisait un investissement, mais que ça l'excitait de vivre son œuvre et qu'il voulait la voir. Et en fait, à la fin, ça devient un investissement qui n'est pas un truc qui est heureux pour le client. Il a hyper bien gagné sa vie, il a fait un deal dans des durées qui en fait ont juste considéré un transport d'une œuvre d'art entre Paris, Milan, Allemagne. Je veux dire, c'est hyper simple, ça va hyper vite, le client il gagne bien sa vie, il est rentré, il est sorti, il a à peine décaissé ses fonds, qu'en fait il est déjà viré sur son compte. Et le client il n'est pas content, mais il a raison de ne pas être content, parce que son objectif il était aussi de s'amuser avec son investissement. Nous, c'est pas le cas de nos clients sur Matisse, parce que nos clients ne viennent pas initialement, alors ils sont contents de rester pour ça quand on leur propose, mais c'est pas ce qu'on leur propose initialement, d'accord ? Mais s'ils nous disent, bah oui, moi j'aimerais bien vivre mon investissement différemment, eh bien, bah oui, ça serait extrêmement déceptif si la pièce, elle passait à Paris et que le client ne le voyait pas. Il pourra la prendre,
Il pourrait tout à fait la prendre et il serait pas content. Et je comprendrais. Donc, il a besoin de vivre ça. Et nous, on va peut-être lui dire, bah oui, mais cette pièce-là, elle va directement aller à New York. Et puis, vous la verrez pas. Et puis d'autres qui vont dire, oui, mais j'aime pas tel artiste. Oui, mais j'adore Pierre Soulages. Et je préfère gagner moins en investissant dans une œuvre de Picasso et de Pierre Soulages parce que je connais, parce que je suis content, parce que ça me rassure, plutôt que me dire, bah tiens, cet artiste, je le connais pas, mais potentiellement, je fais plus. Et si vous venez avec un super TRI, mais un artiste qui n'a pas été validé par le client parce que ça lui plaît pas, tout simplement, eh bien, vous allez vous retrouver avec un client qui a eu peur, qui a gagné de l'argent, mais qui a eu peur et peut-être qu'il ne reviendra pas. Donc, nous, notre boulot, il est de qualifier le deal en fonction de l'objectif de nos clients. Et parce que cette question que tu poses, elle vaut pour les membres, pour les membres Matisse, c'est comment est-ce que vous vous intéressez à cet actif. Mais moi, c'est des discussions que j'ai de manière extrêmement récurrente, hebdomadaire, avec les équipes, je vais dire plus commerciales, les équipes de conseil chez nous, où je leur dis, mais votre boulot, avant, il est de comprendre l'objectif du client en face de vous. Et si vous le comprenez, vous saurez exactement que tel deal lui convient, ou surtout, vous comprendrez tous ceux qui ne vont pas. On sort à peu près une transaction par semaine ou une transaction tous les 10 jours. Mais sur les 10 qui vont arriver, ça se trouve, il y en a potentiellement que 2 pour vous. Et c'est OK. Et c'est OK. OK. Bon, j'aime beaucoup ça. J'ai souscrit à 100% encore une fois sur d'autres classes d'actifs. On a tous des biais émotionnels et il faut surtout pas y faire impasse et les considérer. Je suis 100% d'accord. Peut-être quelques questions très brèves pour conclure. Ça nous intéresse d'avoir ton avis, je pense, sur ces questions qui, justement, sortent du champ qu'on a abordé aujourd'hui. Ton artiste en devenir préféré. Mon artiste en devenir préféré... Alors, c'est peut-être pas un artiste en devenir, mais j'ai un goût personnel. Ah si, Peter Halley. Allez, Peter Halley. Peter Halley, artiste des années 80, artiste immense des années 80, postmoderne, qui appartient à un mouvement qui est celui de Neo Geo, qui était très proche d'artistes comme Jeff Koons, etc. dans les années 80. Ses copains valent tous des fortunes, mais alors des fortunes, et lui... Pour l'instant, tranquille. Ouais, 100, 150, 200 000 euros, mais c'est un artiste fondamental des années 80 qui connaîtra une rétrospective au Whitney Museum ou au MoMA. Il n'y a pas le moindre doute, ça fait partie d'un des artistes les plus importants de sa génération, des artistes les plus marquants de sa génération, et c'est fou qu'on ne soit pas encore à ce prix. Alors ça me permet pour moi de le collectionner et c'est super, mais il n'est pas à son prix. Peut-être qu'il le sera jamais. Attention, ne prenez pas ça comme un... Mais c'est un super artiste et personnellement, c'est un type absolument génial. Il est hyper intelligent, il est brillant, il fait un travail abstrait, pop, postmoderne. Donc c'est bien et c'est beau. Ton œuvre préférée? Ça c'est impossible. J'ai envie de. Ça dépend. Ça peut être les ambassadeurs dans Solbagne. Vous voyez cette anamorphose de ces deux ambassadeurs comme ça qu'on peut retrouver. Mais ça peut être. Il y a un tableau de Thomas More à la Frick Collection à New York qui a réouvert il y a pas longtemps. Présente-le. Il y a un tableau comme ça de Thomas More qui a écrit Utopia, Utopie comme ça avec un fond avec du rouge très prononcé. Mais je crois que des artistes comme Rien à voir, parce que ces deux tableaux, qui appartiennent à un monde de la Renaissance, des œuvres très contemporaines et très dures, des artistes comme David Ammons qui a fait le Pan American Flag, ou bien, ça tu vas le retrouver, c'est une super pièce. Il y a d'ailleurs une photo à Venise. Il y a une photo d'ailleurs à Venise, alors c'est un peu statique, mais une photo à Venise dans un endroit très ancien comme ça, où on voit ce drapeau dans un palazzo sur le canal avec le drapeau. Pinault en a un, je crois d'ailleurs, ou Bernard Arnault, probablement, peut-être même un des deux. Pinault, il doit en avoir un. Et puis un autre artiste toujours très postmoderne comme ça et très dur, c'est Cadine Holland, qui je crois est après Marlène Dumas, l'artiste femme la plus chère au monde. T'as du mal à choisir. Ah, c'est dur. C'était une question c'est dur. Merci.
Merci mille beaucoup. fois en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On comprend que c'est à la fois un métier de passion et en même temps qui se rationalise. Et on n'a pas envie de les réconcilier les deux finalement. Il faut les faire coexister. Mon travail ne consiste pas à pousser mes pulsions d'acquisition, mon goût personnel sur mes clients, les membres de Matisse. On investit avec beaucoup de froideur. On les fait investir avec beaucoup de froideur, mais avec passion. Les deux Mais avec coexistent passion. très bien. Et je trouve que c'est justement ce qui est sympa avec cette classe d'actifs. Nous, on est aussi assez froid en général et on est plutôt des spécialistes de l'investissement traditionnel. On a été assez rigoureux depuis nos départs et les performances parlent pour nous. En l'occurrence, ce qui nous a plu, c'est aussi de sortir de ça avec des gens qui sont largement capables de porter cette thématique. Donc, on va creuser avec Matisse et vous retrouverez très bientôt des sélections de Matisse sur vos espaces colbert.co. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment pour ton invitation. Et à très bientôt. À bientôt, merci.